Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un personnage absolument fascinant, plein de contradictions, tout droit sorti de la France du XVIe siècle, Théodore Agrippa d'Aubigné. C'est simple, on dirait un héros de roman de cap et d'épée. Et c'est là que tout commence. Comment un même homme peut-il écrire des poèmes d'amour d'une grande finesse et être en même temps un chef de guerre impitoyable? Comment peut-il être l'ami le plus fidèle d'un roi pour ensuite l'accuser de la pire des trahisons? C'est tout le mystère d'Aubigné qu'on va essayer de percer ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. D'abord, on va définir le personnage, ce mélange unique de poète, de soldat et de fanatique. Ensuite, on plongera dans les guerres de religion pour voir comment elles l'ont sculpté. Puis, on s'attardera sur son amitié, pour le moins explosive, avec le futur roi Henri IV. On verra aussi comment, l'épée rangée, sa plume est devenue sa meilleure arme. Et pour finir, on découvrira son héritage, qui est, vous allez voir, d'une ironie mordante. Allez, on attaque. Première partie, poète, guerrier, zélote. Ces trois mots, vraiment, ils résument à la perfection la complexité du bonhomme. Donc, pour faire simple, Agrippa d'Aubigné, c'est une figure majeure de son temps. Il est à la fois sur les champs de bataille, au cœur des polémiques religieuses et un grand poète. Son œuvre la plus connue, Les Tragiques, attention, ce n'est pas juste un long poème, non, c'est un cri de rage et de douleur qui raconte les persécutions des protestants. C'est une véritable déclaration de guerre, mais avec des... Mais bon, pour comprendre un homme pareil, il faut comprendre son époque. Et son époque, elle est d'une violence inouïe. On passe donc à notre deuxième partie, forgé dans la guerre de religion. Parce que son caractère intransigeant, il ne sort pas de nulle part. Il est né dans le feu et dans le sang. D'ailleurs, son histoire personnelle commence de la façon la plus tragique qui soit. Son prénom, Agrippa, ça vient du latin agre partos, qui veut dire enfanté dans la douleur. Sa mère meurt en couche. Sa vie commence donc par une perte, une blessure, comme si ça annonçait une existence entière de combat. Et regardez ça, sa jeunesse, c'est une succession de traumatismes. Il faut imaginer la scène. À 8 ans, son père l'emmène voir les corps des conjurés d'Amboise et lui fait jurer de les venger. À 10 ans, il est en prison, il s'évade. À 15 ans, il commande déjà des soldats. Et puis, le point de bascule, 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Il lui échappe par miracle. Et c'est là que sa haine de la monarchie et sa foi absolue se scellent pour de bon. Tout ça nous amène au cœur du drame de sa vie, sa relation avec celui qui deviendra le roi Henri IV. C'est notre troisième partie, l'ami difficile d'un roi. En 1573, son destin bascule. Il entre au service d'Henri de Navarre. Et là, c'est le début d'une amitié qui va durer des années. Une vraie fraternité d'armes, forgée dans le sang des batailles et les intrigues de la cour. Ce qui est fou, c'est que c'est d'Aubigné lui-même qui va façonner la légende de son ami. C'est lui qui lui attribue cette phrase mythique « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Ce panache blanc, c'est le symbole ultime de leur combat commun, le sommet de leur complicité, à l'époque où ils se battaient encore côte à côte. Alors, comment est-ce qu'une amitié pareille, si forte, a pu complètement voler en éclats? La réponse, en fait, elle est simple. Tout les opposait. D'un côté, on a d'Aubigné, l'homme des principes, le jusqu'au-boutiste, celui qui ne veut rien lâcher. Il représente la ligne dure du parti protestant. Et de l'autre, Henri de Navarre, un politique dans l'âme, un pragmatique, qui comprend que pour sauver le pays, il va falloir faire des compromis. Pour l'un, la foi, c'est pas négociable. Pour l'autre, la paix du royaume passe avant. Et ce compromis, le compromis de trop, il arrive en 1593. Pour devenir roi de France et mettre fin à des décennies de guerre civile, Henri IV se convertit au catholicisme. Pour le roi, c'est un acte politique brillant, le fameux Paris vaut bien une messe. Mais pour d'Aubigné, c'est juste la trahison ultime, c'est renier toute leur bataille, tous leurs morts. La rupture est immédiate et elle est définitive. Mais sur la touche, trahi par son ami et son roi, d'Aubigné aurait pu sombrer dans l'oubli. Mais pas du tout. Il ne dépose pas les armes. Il en change, tout simplement. Et c'est là qu'on entre dans notre quatrième partie, combattre avec la plume. La légende raconte, une légende qu'il a d'ailleurs bien entretenue, que son chef-d'œuvre est né d'une vision. Alors qu'il est gravement blessé sur un champ de bataille, laissé pour mort, il aurait vu en songe les premiers vers des Tragiques. L'image est magnifique. Le soldat vaincu renaît en poète pour continuer le combat. Et son œuvre littéraire, c'est un véritable arsenal. Les Tragiques, c'est son artillerie lourde, une épopée vengeresse. Son histoire universelle, c'est un plaidoyer pour réécrire l'histoire du point de vue protestant. Les aventures du baron de Faenest, une satire au vitriol pour se moquer des courtisans. Il y a même le Printemps, un recueil de poèmes d'amour. Mais attention, même là, le combat n'est jamais loin. De ses mémoires à ses poèmes, chaque livre est une arme. On arrive à la fin de cette vie incroyable. Et le dénouement est peut-être la partie la plus surprenante de toutes. C'est son héritage, qui est d'une ironie totale. Pour un homme qui a tout sacrifié pour ses convictions, le premier coup est terrible. Il vient de son propre fils, Constant.
Il va devenir tout ce que son père a combattu. Il se convertit au catholicisme, mène une vie de trahison et de débauche, et finit même en prison. Pour Agrippa, c'est la déception de sa vie. Mais accrochez-vous, parce que c'est là que l'histoire devient complètement folle. Suivons le fil. On a Théodore Agrippa, le protestant pur et dur, mort en exil. Il a ce fils indigne, Constant, le renégat. Ce fils a lui-même une fille, Françoise, qui naît dans la misère. Et cette petite fille, eh bien, elle deviendra Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV, le petit-fils d'Henri XIV. Le roi qui, comble de l'ironie, révoquera l'édit de Nantes et anéantira tout ce pourquoi son grand-père s'est battu toute sa vie. On pourrait à peine l'inventer. Après sa mort, d'Aubigné tombe un peu dans l'oubli. Il est trop extrême, trop passionné, trop violent pour le goût de l'âge classique qui suit. Il faudra attendre 2 siècles, et les romantiques, Victor Hugo en tête, pour qu'on le redécouvre enfin et qu'on réalise la puissance brute, presque volcanique de son écriture. Alors au final, que retenir d'Agrippa d'Aubigné? Est-ce que c'est un fanatique religieux, un homme bloqué dans le passé, ou est-ce que c'est un géant de la littérature qui a su raconter la tragédie de son siècle avec une force inégalée? La question, ce n'est peut-être pas de choisir. Sa vraie nature, elle est peut-être justement là, dans cette tension permanente et impossible entre l'épée et la plume.